Donc maintenant que tu nous as défini les situations où le risque hémorragique nécessite d'interrompre les antiplaquettaires, Thomas Lecomte, tu vas probablement nous parler de ces modalités d'arrêt des antiplaquettaires. Oui, effectivement, je vais commenter la proposition du GIHP en ce qui concerne les durées optimales, considérées comme optimales d'interruption d'un traitement antiplaquettaire lorsqu'on a pris l'option d'interruption d'un ou des deux médicaments selon les circonstances. Voilà. Donc, et je parlerai un petit peu de l'apport potentiel des tests fonctionnels plaquettaires pour guider la démarche. Donc, un rappel, nous parlons de 4 antiplaquettaires, un seul qui agit sur la synthèse de thromboxane et 3 qui agissent sur l'activation plaquettaire et l'agrégation induite par l'adénosine diphosphate ou ADP, et qui se subdivisent en 2 grandes catégories, les thiénopyridines qui se terminent par grêle, clopidogrel et plus récemment prasugrel, et d'autre part ticagrelor. Donc ces médicaments se distinguent selon qu'ils agissent sur le thromboxane ou sur le système de l'activation par l'ADP, d'une part, et d'autre part, ils se distinguent selon que leur effet est irréversible, ce qui est le cas d'aspirine, clopidogrel et prasugrel, ou non, et c'est le cas de l'autre anti-ADP qui est l'apparition plus récente, qui est ticagrelor, dont l'action est réversible, c'est-à-dire que l'effet disparaît lorsque le médicament a disparu. Alors les propositions du GHP, les voilà. On parle en jour de dernière prise et en disant que J0 est le jour du geste. Donc pour aspirine, la dernière prise est à J-3, pour clopidogrel à J-5, pour prasugrel à J-7 et pour ticagrelor à J-5 dans la plupart des circonstances. Et je dois dire qu'il y a un assez large consensus sur cette question, même si les données cliniques en tout cas ne sont pas extrêmement solides, mais c'est cohérent avec les données de pharmacocinétique et de pharmacologie. Ce qui me permet de faire remarquer que 55% d'entre vous ont proposé que pour le ticagrelor, ce soit en effet une dernière prise à J-5. Eh ben, c'est bien. On va en parler un peu plus si vous voulez. Donc il y a quand même un élément d'explication en ce qui concerne aspirine, clopidogrel et prasugrel. Je vous ai dit que c'était un effet irréversible, c'est-à-dire qu'il faut avoir un renouvellement plaquettaire total pour retourner à la situation de 100% de plaquettes non inhibées en circulation. Et comme la durée de vie des plaquettes est de 7 à 10 jours, eh bien, on est au-delà de ces durées, sauf pour prasugrel. Là, la notion fondamentale, c'est qu'on a de bonnes raisons de penser que des durées plus courtes ne sont pas suffisantes pour la pleine récupération de la fonctionnalité de la cible, la synthèse de thromboxane ou les récepteurs pour l'ADP, mais qu'en revanche, il n'est pas nécessaire d'avoir 100% de plaquettes pour avoir une fonction hémostatique suffisante vis-à-vis du défi hémostatique qui est posé. Et vous remarquerez que pour aspirine, ce temps de récupération est plus court que pour clopidogrel et il est plus long pour prasugrel que clopidogrel, mais je pense qu'on y reviendra dans la discussion. Donc, en ce qui concerne prasugrel et ticagrelor, le J-5, J-7 viennent d'une estimation que la récupération de ce fonctionnement plaquettaire estimé suffisant pour faire face au défi hémostatique qui est obtenu avec une dernière prise de clopidogrel à J-5. Eh bien, le même niveau d'inhibition résiduelle, on l'a avec J-7 pour prasugrel et J-5 pour ticagrelor, grosso modo. Alors, il y a une discussion qui est en cours sur la question du ticagrelor. Il y a des arguments pour dire qu'il est possible éventuellement de raccourcir avec une dernière prise à J-3. Et la question générale, c'est la durée optimale d'interruption, c'est qu'elle soit suffisamment longue pour avoir une récupération suffisante pour qu'il n'y ait pas de ce risque hémorragique, mais qu'en revanche, il n'y ait pas ça ne soit pas payé au prix d'un risque thrombotique élevé. Et donc c'est important de dire peut-être qu'une dernière prise à J-3 est suffisante. En réalité, ici, les données sont encore assez fragiles et le GHP a pris une position qui reste de prudence, on va dire, avec une dernière prise de ticagrelor à J-5. Dans ce contexte, il est possible, on peut poser la question de savoir si un test de laboratoire, ou un test en tout cas de fonction plaquettaire au lit du malade, pourrait aider à déterminer si la récupération est bien obtenue à J-3. Parce qu'il y a une variabilité de l'effet des antiplaquettaires, mais aussi une variabilité interindividuelle de la vitesse de récupération. Et donc, plus on va sur une durée, un intervalle court d'interruption, plus la proportion de malades pour lesquels la récupération risque de ne pas être obtenue est importante. Et on serait là conforté dans cette attitude si on pouvait vérifier que la récupération est obtenue. Malheureusement, ces tests il y a des bons candidats, simples et assez bien évalués, mais il y a encore peu d'études, essentiellement en chirurgie cardiaque. Les seuils de sécurité hémostatique, si on peut les appeler ainsi, sont mal établis. Et il y a ces appareils ne sont pas complètement de fonctionnement, doivent répondre à des critères de qualité sur la phase préanalytique avant l'analyse proprement dite et le contrôle de la mesure de l'appareil.
Et en dernier lieu, je voudrais dire que pour la neurochirurgie intracrânienne, la position du GIHP est une position d'ajouter systématiquement 2 jours à toutes ces durées d'interruption, considérant le risque hémorragique qui a été évoqué par Pierre Albaladejo, et que là, on obtient avec ces durées d'interruption une correction complète des fonctions plaquettaires pour aspirine dépendant du thromboxane et pour les 3 autres dépendantes de l'ADP. Voilà ce que je souhaitais dire pour présenter et justifier ces durées d'interruption. Merci de cette vision qui finalement permet de standardiser les modalités d'arrêt des antiplaquettaires avec 2 règles. La règle de, on utilise le terme de dernière prise pour qu'il n'y ait pas de confusion, et puis la règle des 3, 5, 5, 7, 3 pour l'aspirine, 5 pour le clopidogrel et le ticagrelor, et 7 pour le prasugrel. J'aurais quand même voulu revenir sur un point. Tu nous dis que l'aspirine, comme le clopidogrel et le prasugrel, sont des antiplaquettaires d'action irréversible. J'en comprends qu'une fois fixé sur la plaquette, il l'inhibe définitivement jusqu'à la fin de sa vie, la vie d'une plaquette étant d'une dizaine de jours. Ils ont ce point commun dans le mécanisme d'action, et pour autant, les durées d'arrêt que l'on propose pour ces 3 molécules sont différentes. Ce ne serait pas un peu paradoxal ? Alors c'est en apparence paradoxal. Alors la première chose, c'est qu'on a, je répète, on n'a pas besoin de la récupération complète du fonctionnement de la cible pour avoir un fonctionnement plaquettaire considéré comme suffisant pour faire face au risque hémorragique du geste invasif. Ça, c'est la première chose. Alors la question, c'est pourquoi c'est plus rapide avec aspirine que clopidogrel d'obtenir cette récupération considérée comme satisfaisante. Et la réponse, c'est que le système thromboxane est moins important dans l'hémostase primaire que le système ADP. Autrement dit, opposé au thromboxane est moins hémorragipare, pour parler court, que de s'opposer au système ADP. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre les 2 produits en dehors de la cible, c'est que l'un inhibe la synthèse du produit et l'autre antagonise son effet au niveau du récepteur. Et le raisonnement pour l'aspirine, c'est qu'une fraction minoritaire de plaquettes produit suffisamment de thromboxane pour activer les plaquettes aspirinées, mais dont le récepteur au thromboxane est fonctionnel. Très bien. Dans les questions qu'on me pose, j'ai une question de Strasbourg qui reprend ce principe de la durée d'arrêt des 3, 5, 5, 7. Mais comme on discute du patient coronarien porteur de stent, bien évidemment, on s'inquiète du risque thrombotique. Est-ce que lorsqu'on arrête les antiplaquettaires selon cette règle des 3, 5, 5, 7, il peut y avoir un bénéfice à faire un relais dans l'intervalle par des héparines de bas poids moléculaire ? Alors la position du GHP est extrêmement claire. Il n'y a pas de bonne raison de faire un relais par une anticoagulation en supprimant toute forme d'inhibition plaquettaire, car la thrombogénèse artérielle, en premier lieu, dépend du fonctionnement plaquettaire. Donc pas d'HBPM. Pas d'HBPM. Et alors, pour la prévention artérielle. Si on allait dans cette voie, une fois qu'on a arrêté les antiplaquettaires en préopératoire selon la règle des 3, 5, 5, 7, y a-t-il une place pour un relais avec des AINS ou typiquement avec le flubiprofène, l'ancien cébutide qu'on a largement utilisé? Alors effectivement, c'est une vieille question, mais le GIHP a considéré sur les éléments modernes qu'il n'y avait pas lieu de proposer cette forme bricolage et que la règle était simple, on choisit l'interruption et on la conduit comme ça sur le temps minimal nécessaire pour un médicament qui a un impact sur la synthèse de thromboxane, mais dont la démonstration de l'effet clinique, dans ces circonstances en particulier, était extrêmement mince, pour ne pas dire nulle. D'accord. J'ai une question qui vient d'Amérique du Sud et qui consiste à savoir s'il faut moduler la dose d'aspirine à l'approche de la chirurgie. Alors en principe, les malades qui reçoivent de l'aspirine comme antithrombotique, ils ont 75 mg au minimum en dose quotidienne ou jusqu'à 325 mg. Et d'un autre côté, 75 mg suffisent dans l'immense majorité des cas pour obtenir le plein effet antiplaquettaire. Néanmoins, dans certaines circonstances cliniques, du fait des essais thérapeutiques qui ont été conduits avec des anciennes doses, c'est plutôt 325 mg qui peut être utilisé. Le risque hémorragique dans cette zone, le risque hémorragique systémique, en particulier au site du geste vulnérant, n'est pas dépendant dans cette zone, n'est pas dépendant de la dose, puisque de toute façon, l'inhibition maximale sur les plaquettes est obtenue. Donc il n'y a pas de raison de changer la dose et de la ramener à 75 mg en espérant un moindre effet hémorragique systémique et au site opératoire. Parce qu'il y a certains collègues qui vont considérer, plutôt que de discuter avec le chirurgien qui maintient que son risque hémorragique est augmenté avec des doses de 300 mg, donc ces collègues vont proposer 75 mg. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à contrario, par exemple, chez le diabétique ? Alors oui, alors ça c'est une discussion un peu plus... La question du plein effet antiplaquettaire sur 24 heures est posée pour certains malades dont le turnover plaquettaire, le renouvellement plaquettaire est accéléré. Donc ce n'est pas la dose quotidienne qui est en cause,
c'est le fait que le renouvellement plaquettaire étant plus rapide, dès la 12e heure, on a une récupération qui est considérée comme problématique ou pouvant l'être vis-à-vis du risque thrombotique. Donc une des propositions qui a été faite, et qui est documentée sur le plan pharmacologique, au sens pharmacologie moléculaire, fonctionnelle, mais pas clinique, c'est de fractionner la dose en 2 prises par jour, et c'est particulièrement vrai pour les hyperplaquettoses d'origine hématologique. Voilà, donc alors, dans la circonstance opératoire, en post-opératoire, le renouvellement plaquettaire peut être augmenté du fait de l'inflammation, mais il n'y a pas de données cliniques fermes pour dire que c'est le moment de compliquer encore la situation en faisant ce type d'aménagement. Donc on dit plutôt pas de relais, plutôt pas de modulation. Pendant qu'on discute de ces points, il y a une question sur le taux de plaquettes. Est-ce que la numération plaquettaire intervient sur la durée d'arrêt? Est-ce qu'il faut la moduler en fonction de ça, cette durée d'arrêt? Dans le sens qu'on est dans la zone normale, dans la zone élevée, ou les gens sont thrombopéniques? C'est pas spécifié, mais supposons d'abord que la numération plaquettaire soit très élevée. Alors là, on revient à la question précédente, c'est-à-dire que le renouvellement est accéléré, la fraction de plaquettes naïves non exposées aux médicaments après interruption va rentrer dans la circulation plus rapidement, et on peut dire que la récupération sera encore plus rapide. On peut le dire, et on peut parfois même le documenter avec des tests de laboratoire. Maintenant, l'utilisation clinique pour compliquer cette règle, je ne sais pas si c'est tout à fait opportun, mais ça peut être discuté sur certains dossiers au cas par cas. Et pour le pendant, supposons qu'on ait une thrombopénie à 50 gigas par litre, est-ce que tu penses qu'il faudrait moduler ces durées d'arrêt, sachant que j'imagine qu'il y a très peu de données dans la littérature sur le périopératoire? Si vous acceptez d'opérer ce malade à 50 gigas par litre de plaquettes pleinement fonctionnelles, le raisonnement serait de dire qu'il faut que ces plaquettes soient pleinement fonctionnelles. Donc là, il faut la durée d'interruption qui permette la récupération totale. Dans la mesure où le risque thrombotique le permet. J'avoue que là aussi, ce sont sûrement des dossiers qu'il faut discuter soigneusement au cas par cas, mais sur la base de ces repères et de ces principes. Cette fois-ci, plus tellement sur les problèmes de plaquettes et de délai d'arrêt, mais plutôt sur le type de procédure, qui va être une question finalement pour vous deux. Lorsqu'on considère une anesthésie périmédulaire, rachianesthésie, péridurale, et donc on s'intéresse cette fois-ci non pas à l'aspirine, puisqu'il est entendu que, comme tu nous l'as dit, on peut faire les gestes neuraxiaux sous aspirine. Un patient qui serait sous clopidogrel pour du neuraxial, est-ce que vous pensez qu'il faut garder cette règle des 3, 5, 5, 7 ou plutôt l'allonger? Moi, je suis gêné par cette question-là parce qu'il faut vraiment une très bonne indication de péridurale pour justifier chez un patient qui a ce traitement-là de proposer ce geste-là. D'un autre côté, la position du GIHP pour les gestes neurochirurgicaux intracrâniens dit il faut peut-être une pleine récupération des fonctions plaquettaires en allongeant encore. Donc première chose, je discuterai le geste. Une fois de plus, je ne suis pas du tout anti-péridurale ni anti-rachi, mais là, on est dans des limites où la sécurité prime probablement. Ça, c'est la première chose que je ferai. Et si je dois absolument le faire, je me sentirais quand même confortable à J-5, mais je serais encore plus confortable à J-7 d'arrêt du clopidogrel. Très bien. Je vous remercie.